présenter dans un patient que l'on suit dans notre service. On voulait avoir votre sentiment et un petit peu ce que vous nous conseillerez de faire chez ce patient. Les diapos de M. Consac. Vous avez la première et puis ça accompagne. Merci. C'est pas avec. Ouais, c'est bon. Merci. Donc il s'agit d'un patient de 47 ans qui est ingénieur informaticien, qui a un excellent état général, qui n'a aucun antécédent, ni personnel ni familial, qui ne prend absolument aucun traitement et qui est un sportif invétéré, totalement amateur, mais qui pratique beaucoup de sports d'endurance, en particulier du footing. En 2011, il a quasiment fini un marathon. Il s'est un peu écroulé sur la fin, mais il était pas loin de l'arrivée. Il fait pas mal de trails en fait, il court autour des villages à droite à gauche, il participe à de nombreuses manifestations et il aime bien aussi les trekking. Et en fait, ce qui s'est passé, ça se passe en 2012, c'est qu'il fait un trekking au Népal en fait, il n'a jamais vu un médecin quasiment. Il fait un trekking au Népal qui se passe bien, puis au retour il se sent pas très en forme et surtout il n'arrive plus à suivre ses amis au footing du dimanche matin. Et un de ses amis qui est médecin lui dit tu devrais aller voir, te faire un bilan quand même, tu n'arrives pas à nous suivre, c'est bizarre. Et bon, il n'est pas super convaincu, mais elle lui dit si, vas-y, fais-toi faire un écho-cœur. Elle est radiologue, elle lui dit fais-toi faire un écho-cœur, donc il faut que tu fasses ça. Et lui, bon, il prend le rendez-vous, puis il revient en forme, il arrive à reprendre un petit peu ses capacités, mais bon, il garde son rendez-vous, mais sans grande conviction en fait. Donc ça se passe en février 2012. Donc d'emblée, moi je suis à la vacation d'écho et je vois arriver cet homme que je n'ai jamais vu en fait, qui vient pour une écho sans bilan préalable. Alors quand je vous dis qu'il n'y a pas d'antécédent, c'est pas tout à fait vrai. Il a vu un cardiologue en 2003, dans le cadre de la médecine du travail, qui a trouvé un ECG atypique et pour le moins curieux, il est décrit comme ça. Il suspecte plutôt une pathologie droite, type Einstein ou CIA. On va voir le CG, je vous le montrerai ultérieurement. Et il dit qu'il a des ESV qui ont tendance à régresser à l'effort. Mais il est rassuré parce qu'il trouve que finalement l'écho est normal, finalement, avec un VG dilaté mais qu'il attribue plus à un cœur d'athlète. Et donc il lui valide son certificat et puis le patient va partir travailler quelques années en Afrique du Sud. Il le revoit en 2007. Toujours dans le cadre de la médecine du travail, et il dit que c'est vraiment un coureur de longue distance, et cet ECG ne s'est pas modifié, l'écho-doppler ne le refait pas, et il lui dit de faire une VO2 max qui ne va jamais finalement réaliser, mais il ne s'inquiète pas plus non plus à ce moment-là. Donc là nous sommes 5 ans plus tard, donc je pose la sonde, et voilà. Voilà, je tombe sur ça, donc là je dis bon, on part de loin. Donc, VG très globuleux, avec un diamètre diastolique mesuré en TM à plus de 88 mm même, entre 85 et 88 mm, avec des parois qui ne sont pas spécialement hypertrophiées. Voici l'imagerie en incidence apicale. Donc peut-être, je ne sais pas, quelques commentaires de votre part. Donc un VG globuleux, avec des parois qui sont, si vous êtes d'accord, très trabéculées, en particulier l'apex, la paroi latérale, la paroi inférieure et la paroi postérieure, avec un septum qui est normalement compacté. La fraction d'éjection, elle est calculée en Simpson-Diplan à 28%, c'est 30%, mais ça c'est juste de qualité. En Diplan c'est 28%, je ne vois pas les volumes, c'est des volumes autour de 300 ml en diastole et 200 ml en systole. Donc voilà, avec une fonction droite, un VD un petit peu dilaté, mais la fonction ventriculaire droite apparaît assez satisfaisante. Ce que je ne vous montre pas, c'est aussi qu'il a une fuite mitrale fonctionnelle qu'on va considérer comme moyenne. Alors bon, du coup on repioche et on repart. Je vous montre finalement. Alors le CG qu'il avait eu, le premier en 2003, il était complètement effacé, je ne pouvais pas le scanner, donc je vous mets à quoi ressemble son ECG. C'est vrai que son ECG il est un peu curieux dans la mesure où il est sinusal, il a une hypertrophie biauriculaire, et il a un axe étonnamment hyper droit,
avec un rabotage des ondes d'air dans le territoire entéroseptal et on va dire un microvoltage périphérique. Donc un ECG effectivement anormal, mais qui ne correspond pas vraiment a priori comme ça à une pathologie gauche, plutôt droite. Je suis assez d'accord avec le raisonnement initial. Souvent, il a des extrasystoles. Je vous ai trouvé un des rares ECG où je n'ai pas vu d'extrasystole, mais en fait, quasiment tout le temps, il a plein d'extrasystoles sur chaque tracé. Elles sont multiples, elles sont parfois en doublé, voire en triplé. Parfois, il existe quelques salves, même, c'est moins complexe, mais il y a quelques épisodes d'arythmie non soutenus avec des extrasystoles qui sont très très fragmentés. Pas très voltés, enfin, qui ne sont pas jolis du tout, qui sont en tout cas de façon certaine pas infundibulaires bénignes comme on les a vus dans la présentation précédente. Alors, comment complétez-vous le bilan? Donc je vous ai mis juste le CG après l'écho parce que c'est comme ça que ça s'est présenté en fait par rapport à l'histoire du patient. IRM, oui. Écho d'effort. Alors, d'accord. Donc, Holter ECG, ouais. Donc IRM, effectivement, donc, IRM qui a été interprété par la radiologue qui lui avait conseillé de faire monter la cardiologie. Confirme donc les données échographiques avec des volumes qui sont encore plus, ça c'est classique d'avoir des volumes plus importants en IRM qu'en échographie, 406 ml en diastole, avec une fraction d'éjection qui est plus péjorative encore en IRM comme fréquemment. Alors le Holter on l'a fait bien sûr, donc je vous ai dit des arythmies vraiment multiples en fait, avec plusieurs foyers d'extrasystolie. Coronarographie bien évidemment qui s'avère totalement normale. Donc écho d'effort, peut-être on va en discuter un petit peu plus tard. Donc quel diagnostic porterez-vous? Donc je pense que, je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Donc il s'agit d'une cardiopathie dilatée à coronaire saine, type de non-compaction du ventricule gauche. Je pense que les critères vraiment été complètement respectés, avec en particulier l'aspect non travéculé des parois, surtout inférieures et latérales, ce qui est vraiment très classique, avec une épaisseur de la paroi non compactée au moins égale à 2/3 de la paroi compactée. Sans autre cause de cardiopathie évidente, donc je pense qu'on pouvait considérer qu'il s'agissait d'une non-compaction du ventricule gauche. Et donc le traitement qu'on a introduit, c'est un traitement conventionnel à base de bêta-bloquants, triatec, aldactone, avec des difficultés à monter les posologies, essentiellement en raison d'une mauvaise tolérance. Est-ce que vous auriez mis d'autres traitements d'emblée en première intervention chez ce patient? Comment? Oui. Alors, qui met des anticoagulants? Il y en a beaucoup qui mettent des anticoagulants. Ouais, ça c'est un sujet vraiment très débattu, mais je vois que vous optez vraiment pour une anticoagulation curative d'emblée finalement. L'IRM ne décrit pas de thrombose intracardiaque, l'IRM est assez sensible généralement, mais... Il y a une dysfonction VG sévère. Oui, tout à fait. Nous on ne l'a pas fait. Mais quelques-uns le font, l'auraient fait ici, je vois. Donc on lui a mis un défibrillateur et sans trop traîner, parce que bon, on était sûr que c'était pas un cœur d'athlète et que, vu les arythmies ventriculaires, on s'est senti, on n'a pas respecté, on va dire, le délai qu'on s'accorde habituellement. On n'a pas donné énormément de recul à la pathologie pour mettre le défibrillateur. On a préféré l'implanter assez précocement, dans le premier mois après le diagnostic. Et en fait, on lui a mis les AVK, mais peut-être trop tardivement, parce que ce patient, 48 heures après l'implantation du défibrillateur, il a fait un AIT, en fait, qui a heureusement complètement récupéré. Alors, ça n'avait rien à voir avec l'implantation, mais il a fait un AIT, et donc, du coup, on a introduit un traitement par AVK. Donc, faut-il les introduire systématiquement? Le sujet est débattu. C'est vrai que devant la forte altération, comme vous dites, et la forte dilatation du ventricule gauche, la forte altération de la fraction d'éjection, on aurait peut-être dû être effectivement plus incisif sur le traitement anticoagulant. Bien qu'il n'y ait pas de consensus actuellement à ce sujet,
en dehors évidemment de la survenue d'un événement cardio-embolique. Alors ce sur quoi on voulait vraiment discuter finalement, c'est que ce patient, on l'a évalué de façon fonctionnelle, donc il a eu plusieurs VO2 max successives, dont la première quelques semaines après le diagnostic, donc c'est Stéphane qui lui a fait plusieurs VO2 max. Donc là, je vous montre les résultats de la VO2 max. Donc la première, après le diagnostic, 220 watts, 37 ml/kg, donc au-delà de la théorie, avec un seuil ventilatoire à 65% de la VO2 max, pas de limitation chronotrope, avec même quelques extrasystoles ventriculaires qui ont fait interrompre l'examen par crainte d'une arythmie soutenue. Donc aucune limitation finalement fonctionnelle objectivée à la réalisation de la première VO2 max. Deuxième VO2 max, quelques mois plus tard, la même année, 6 à 7 mois plus tard, il fait encore peut-être un peu mieux, 240 watts, et pic de VO2 max qui n'a absolument pas bougé. Avec toujours pareil, une bonne réponse, c'est ventilatoire normal, pas de désaturation à l'effort. Troisième VO2 max, ça c'était plus récent, c'était un an la précédente. 270 watts, il s'améliore. Il n'est pas resynchronisé, hein, je précise juste. Il est à 109% de la fréquence maximale théorique, pic VO2 max qui bouge toujours pas. 37 ml par kilo minute, 75% de la VO2 max théorique, avec beaucoup d'oxygène qui évolue à peu près normalement. Voilà. Et la pente VE sur VCO2 qui est plutôt bonne, à 29, donc plutôt critère de bon pronostic, une VO2 max de bon pronostic. Donc ce qu'on voulait discuter avec vous, alors je vous ai pas la dernière OTT, est-ce que la régie peut revenir sur la dernière écho? C'était pour vous dire qu'au niveau de la fraction d'éjection, on était vraiment sensiblement sur les mêmes données de fraction d'éjection, entre 25 et 30%. Deux extrêmes intérêts, la fuite mitrale toujours présente, fonction droite inchangée, donc pas d'évolution échographique chez ce patient, aucune. Donc finalement, ce patient est porteur d'une insuffisance cardiaque, je l'ai mis super compensé. Bon, vous allez nous dire si vous avez cette expérience, avec une VO2 max normale et stable depuis 2 ans, alors même qu'il a une altération très sévère de la fraction d'éjection. Donc est-ce que vous auriez demandé les questions qu'on voulait poser? Est-ce que vous feriez d'autres examens complémentaires, notamment quelqu'un a proposé une écho d'effort? Est-ce que vous y voyez un intérêt finalement? Comment gère-t-on l'activité physique de ce patient? C'est un patient qui est hyperactif, qui est actif, qui est motivé et qui s'entretient très bien physiquement, qui va à son travail en vélo, qui fait un footing par semaine, généralement, qui fait attention à son alimentation, qui était très compliant. Et finalement, ce patient, qu'est-ce qu'on lui dit en fait? Il sait qu'il a une cardiopathie dilatée, que c'est grave, mais comment peut-on stratifier au mieux le pronostic finalement entre une VO2 max normale et des critères fonctionnels qui sont bons et une fraction d'éjection altérée, qui elle est en revanche est de mauvais pronostic. Donc, comment vous voyez l'évolution chez ce patient et comment anticipe-t-on, il a 47 ans, le suivi et éventuellement la perspective ultérieure d'une greffe? Voilà, c'était les questions qu'on voulait un petit peu soulever auprès de vous. Je pense qu'effectivement, moi j'en reviens à l'échographie d'effort, qui va avoir non seulement une valeur diagnostique, mais elle va nous montrer une réserve contractile à l'effort, parce qu'il y a certainement une réserve contractile à l'effort. Et je pense que la surveillance de l'échographie d'effort permettra, si la réserve contractile à l'effort baisse, de s'inquiéter pour lui à ce moment-là. Et est-ce que le débit cardiaque à l'effort, vous êtes capable de le mesurer en écho? Sincèrement, je n'en ai pas une grande expérience et je reste prudent vis-à-vis des chiffres qu'on peut donner pour ce genre de mesure à l'effort. Sachant que c'est vrai qu'on va être parasité par l'extrasystolie, vraiment qui est cycle à cycle, ça peut être difficile chez ces patients. Tout dépend de son échogénicité à l'effort aussi. Et est-ce que vous pensez que finalement, il va s'écrouler ou est-ce que sa cardiopathie va évoluer? Est-ce qu'on peut le prédire? Est-ce que sa cardiopathie va évoluer lentement finalement? Est-ce qu'on va voir revenir les choses ou est-ce qu'on va le retrouver un de ces 4 matins à l'USIC en décompensation? Oui, pour moi, je pense qu'il est assez sévère. Il avait d'excellentes performances, donc même s'il n'y a pas de VO2 avant, il va avoir des performances qui sont largement au-dessus de ce qu'il a maintenant.
Donc, à mon avis, s'il a ces capacités-là, c'est aussi qu'il a une excellente capacité musculaire extraction. Sûrement. Donc, son insuffisance cardiaque, elle ne doit pas être, à mon avis, très ancienne, parce qu'il ne serait pas comme ça, mais par contre, enfin, pour moi, il est très grave. Ouais. Alors, juste, il se traîne avec, pardon, excuse-moi pour le terme, il se balade avec un BNP qui est autour de 500, un pro-BNP autour de 1500, donc il n'a pas des marqueurs biologiques très rassurants. J'ai revu les images arrêtées de la première écho en 2003, lorsqu'on lui a dit qu'il avait un ECG anormal. Je n'ai pas de boucle, mais le VG, pour moi, il est sur les photos que j'ai vues, il faut se méfier. Mais pour moi, le VG était quand même déjà globuleux. Franchement, globuleux, enfin, pour moi, ça ne ressemblait pas vraiment à l'époque à un cœur d'athlète. Donc, je ne sais pas si à cette époque-là, la fraction d'éjection, peut-être, était, à mon avis, sur ce que j'ai vu, était probablement déjà en partie altérée, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné un événement intercurrent? Parce qu'au départ, il était asymptomatique, il se plaignait de rien. Il avait eu les bilans de médecine du travail, mais lui, il se plaignait de rien. Et à un moment donné, il a dit: ah, je suis moins bien, je suis essoufflé. Quand il est revenu du Népal, il s'est passé quelque chose là-bas. Il y a eu un facteur. Il a fumé des. Il a pas d'heure, mais il a pas. Voilà. Il a fumé de l'herbe népalaise, peut-être. François Claret. Là, actuellement, il fait combien de temps d'activité physique par semaine, à peu près, t'as une idée? Je dirais qu'il fait, il doit faire une demi-heure de vélo par jour. Et il s'oblige à faire un footing tous les samedis ou tous les dimanches d'une quarantaine de minutes environ. Il faut quand même relativiser. 37 millilitres de VO2 max, ça veut dire qu'il a un VO2 max à 10 à l'heure. C'est-à-dire que quand il court en footing, il est à 7-8 à l'heure. Donc, certes, c'est très élevé comparé à son diabète VG, mais ça, Guillaume Jondeau nous l'a démontré depuis le début, que la fraction d'éjection de repos ne veut absolument rien dire sur la performance. Je ne sais pas si Jean-Claude est là, mais n'oubliez pas que si tu le greffes, il a un VO2 max à 60% de la théorique, après. Donc, tu les fais perdre 45% de VO2 max. Et là, à mon avis, il ne va pas être content du tout. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi. Je lui dirais, je crois par contre qu'il doit lui parler de la gravité, la perspective, peut-être qu'un jour, etc., le préparer. Mais je suis d'accord avec Vincent, l'écho d'effort te montrera la contractilité, mais à mon avis, la contractilité, il y a une réserve.